Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Salut Pauline et Sébastien. Salut Julie. Comment vous allez ? Écoute, ça va bien et toi, comment tu vas ? Ça va, merci. Donc nous, on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés à Bruxelles lors d'un de nos apéros. C'est des apéros qu'on organise en France et en Belgique pour expliquer les premières démarches qui sont effectuées dès les arrivées en Australie. C'est ça, on s'est rencontrés. Bon, nous, on est arrivés un petit peu en retard, donc on avait raté une bonne partie du diaporama. mais vous avez pu répondre à toutes nos questions après. Du coup, ça avait été hyper fluide. Et notre arrivée en Australie aussi a été hyper fluide. Ouais, franchement, c'était parfait. Donc, vous êtes arrivés il y a 4 mois de ça. Donc, c'était en septembre. En septembre 2024. On est arrivé le 18 septembre à Melbourne. On n'était pas trop prêts pour la météo parce qu'il faisait froid quand on est arrivé. Oui. Donc, heureusement qu'on avait prévu un peu d'équipement pour nos voyages après. Et on est resté 2 semaines sur Melbourne. Ouais, le temps de faire toutes les démarches administratives, ouverture du compte bancaire, la white card. Ouais, on a fait la white card et le RSA en étant sur Melbourne. Et le RSA, ouais. Je vais vous demander déjà de vous présenter un peu. Mais du coup, Pauline et Sébastien, on est lillois. À la base, on est normands, mais on vit sur l'île depuis 10 ans. Moi, j'ai 28 ans. Moi, j'ai 30 ans. Et voilà, et on est ensemble depuis 10 ans et on a décidé de partir en Australie maintenant. On a tout quitté en laissant un petit chat chez nos familles, notre maison, nos boulots, parce qu'on est en année sabbatique actuellement. Oui, moi, je suis gestionnaire import et toi, Et moi, j'étais styliste. Et oui, je me rappelle, vous avez mis en location votre maison. Tout à fait. C'est ça, la maison est en Airbnb. On touche du bois, ça se passe bien. Donc, pourvu que ça dure. Alors, donc vous avez choisi Melbourne. Et pourquoi vous avez choisi cette ville ? Alors, en toute honnêteté, on a cherché. On ne savait vraiment pas dans quelle ville arriver. Et on a choisi Melbourne parce qu'au moment où on a pris les billets, c'était les billets les moins chers. Donc, c'est clairement comme ça que ça s'est choisi. On avait déjà la casquette de rat, alors qu'on n'était pas encore là. Et vous avez fait quelle escale ? Alors, on a fait Paris-Londres, Londres-Kuala Lumpur, Melbourne. Et donc, vos billets ont coûté combien ? Je crois qu'on a payé 800 € chacun, si je dis pas. Ouais, c'était un truc comme ça par tête, ouais. Donc, oui, le prix du billet d'avion peut influencer le choix de la ville aussi. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a influencé. Après, ce que je voulais dire aussi, le choix de la ville, on s'est renseigné aussi beaucoup par rapport aux villes où les backpackers arrivaient. Par rapport aux demandes de job, etc. Et c'est vrai que Melbourne est une des principales grosses villes où il y a le moins de backpackers qui arrivent, en tout cas. Ouais. Donc, on s'est dit, pourquoi pas tenter notre chance. Et alors, du coup, quel est votre ressenti ? Est-ce que vous trouvez qu'il y avait beaucoup de backpackers ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de rencontres ? On a fait des rencontres, pas tellement parce que... En fait, on en a fait dans le cadre de... Parce qu'on a passé nos tickets. Sinon, ça, on n'en a pas fait beaucoup. Et en soi, alors personnellement, on n'a pas eu un gros coup de cœur pour Melbourne. Mais peut-être que la météo a joué un petit peu sur la ville. Le temps qu'on y a été, on a eu 2 semaines, il pleuvait quasiment tous les jours. Donc, pas facile de visiter la ville, pas facile de se dire « Ouais, je suis en Australie alors qu'il pleut pendant 2 semaines. » Mais voilà, en fait, on s'est mis à chercher du travail et au final, on avait choisi Melbourne se disant ça va être peut-être plus facile parce qu'à la période où on arrive, les gens sont plutôt au nord pour le beau temps. Et au final, on n'a pas du tout trouvé un travail tout de suite et on est remonté vers Brisbane 2 semaines après notre arrivée. Donc, vous êtes remonté à Brisbane et vous avez commencé à chercher du travail ou à LPX directement ? Alors, en fait, le LPX, on l'a cherché même en étant à Melbourne déjà. Ouais. En fait, on l'a trouvé en étant à Melbourne et du coup, on a pris nos billets d'avion en fonction de la date à laquelle on commençait le LPX. Et en fait, on a voulu faire ça parce qu'on voulait acheter notre voiture sur Brisbane. Et du coup, le temps de trouver le véhicule, ça a été le temps qu'on a été dans le LPX. Comment vous avez trouvé votre premier LPX ? En vrai, c'est hyper simple sur l'appli. L'appli, elle coûte, je crois, 20 € pour plus d'1 an d'utilisation. Et en vrai, on a tout de suite regardé les annonces. Et au bout de 2 minutes, on est tombé sur l'image d'un bébé chiot. On a cliqué dessus. Il y avait le numéro de téléphone de la nana. On lui a envoyé un SMS. Et 20 minutes après, elle nous a envoyé un SMS en nous donnant des dates. C'était OK.
Et en fait, franchement, ça s'est fait hyper rapidement. Ouais, tout s'est enchaîné. On a booké les billets d'avion directement. Et ouais, franchement, je crois qu'on a fait les recherches de LPX le premier ou le deuxième soir où on est arrivé. Ouais. Et franchement, on a eu une réponse validée dans la foulée, quoi. Ouais. On ne vous a pas demandé d'expérience avec les chiens. On vous a juste demandé si vous étiez dispo. En plus, on est plutôt team chat. Au final, on s'est découvert un amour pour les chiens. Ouais. Mais non, pas du tout d'expérience. Et en plus, en vrai, il n'y en a pas besoin parce que c'est hyper facile. Oui. Mais pas du tout d'expérience particulière pour travailler avec eux. C'était à Brisbane, qui est dans quelle ville? Ah, je ne sais plus le nom. C'était à 20 minutes du centre-ville en voiture. En transport en commun, beaucoup plus parce que c'était très mal desservi. Mais on n'était pas loin du centre. En fait, et dès que tu n'as pas de voiture, c'était compliqué. Entre les horaires que tu fais dans l'élevage et le fait de ne pas être véhiculé, on ne pouvait pas bouger jusqu'à temps qu'on ait notre véhicule. En fait. C'était un élevage de chiens, c'était un élevage de chiens d'une race? C'était un élevage de labradoodle. Et du coup, on s'occupait de 3 mamans et de 18 chiots en tout. C'est ça. La première chose qui nous a surpris quand on est arrivé, je me rappelle, c'est de fermer aucune porte à clé, alors que c'est quand même des chiens qui coûtent extrêmement cher. Et moi, je me suis dit, à tout moment, ils peuvent se faire voler des chiots, mais tout le monde s'en fout. Mais au final, c'est partout comme ça en Australie, personne ne ferme les portes. Tout le monde est hyper safe sur ça, visiblement. C'est un truc qui nous a marqué dès qu'on est arrivé dans l'élevage. Ils coûtent combien, ces chiots? Plus de 3 000, 4 000 $ la bête. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est une société qui est très pointilleuse, justement, par rapport aux futurs propriétaires. On a brièvement compris qu'il fallait remplir un formulaire, qu'il y avait même pas mal de personnes et de couples qui étaient sur liste d'attente, tellement il y avait de la popularité. En fait, parce que c'est un élevage qui est éthique et du coup, ils font pas de surportée de bébés. Il y a tout un billet au niveau de l'éducation des chiots, etc. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, concrètement? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Nous, on avait en gros 3 shifts par jour, un le matin de à peu près 7h à 9h. En gros, on avait 2h le matin, 1h le midi et 2h l'après-midi. Et une dernière balade à 21h pour les mamans. Et en gros, on s'occupait de sortir les mamans, nourrir tout le monde, les mamans et les chiots, et laver, en fait, parce que les chiots sont pas propres. Hein, quand ils sont tout petits, ils avaient quoi, 3 semaines quand on est arrivé? Ils étaient vraiment tout petits. Du coup, tu laves les enclos 2 fois par jour. Donc, ça passe par nettoyer les sols, nettoyer le linge. Et ce qui était sympa à faire, c'est qu'en fait, en l'espace de 2 semaines, les chiots, ils ont une évolution et du coup, tu les nourris pas du tout pareil quand tu es arrivé que quand tu repars. Et du coup, en fait, on a fait tout ça, on a vraiment fait plein de trucs différents. Mais après, c'est quand même répétitif. On a calculé, on faisait 14 promenades par jour. Et du coup, c'était quand même répétitif. Au bout de la 14e à 21h, t'en as un peu marre. Ouais. Tu l'as fait quand même. Mais sinon, c'était surtout de la promenade des croquettes, quoi. C'est quoi l'évolution pour nourrir les chiots? Ça passe peut-être du biberon à quelque chose de plus solide? En gros, au début, tu sais, déjà, c'est pas nous qui nous occupons de les nourrir, c'était vraiment que les mamans. Ouais. Et en fait, petit à petit, on a dû leur faire boire du lait. Et en fait, ils doivent apprendre à lécher, parce qu'en fait, ils ne savent que téter. Et du coup, on ne devait pas donner le biberon, on devait leur donner la petite cuillère pour qu'ils apprennent à lécher. Parce que 2 semaines ou la semaine d'après qu'on parte, les mamans s'en vont. Et du coup, les bébés doivent continuer à savoir se nourrir. Et du coup, on a dû apprendre à lécher. Et donc, pendant 1 semaine, tu leur fais lécher du lait. Puis petit à petit, tu rajoutes une espèce de pâté dedans pour diversifier en fait leur nourriture. Et tout ça pour leur apprendre à lécher. Et franchement, faire apprendre à lécher un chiot, c'est une galère sans nom. C'est clair. Oui, parce que normalement, ils apprennent plus tard. Là, il faut le faire assez rapidement pour pouvoir le vendre, non? C'est ça. C'est ça, parce que en fait, c'est pas pour pouvoir le vendre, c'est parce que les mamans appartiennent pas aux chenilles. Et du coup, les mamans, elles restent tant de temps, après elles repartent. Et en fait, il faut continuer à faire que les petits grandissent bien. Et du coup, ils doivent apprendre à lécher sans leur maman, quoi. D'accord. Les mamans, elles appartiennent à qui alors? Généralement, c'est des chiens qui viennent déjà de cet élevage-là. Donc, c'est un particulier qui s'est mis d'accord avec pour prêter son chien et sa chienne pour faire une portée. Et d'accord, j'imagine qu'il y a quand même une compensation financière dans tout ça. Hein. Mais en tout cas, c'est des chiennes de propriétaires particuliers. C'est pas leurs chiens, eux. Par contre, ils essayent de reprendre au maximum des chiens qu'ils ont éduqués, eux, pour s'assurer que la génétique, elle est bonne. Oui, et puis il faut tenir un certain, je crois qu'on appelle ça un pédigré. Ouais, alors je n'ai pas les connaissances pour aller jusque dans ce détail-là, mais oui, j'imagine. Du coup, qu'est-ce que vous avez aimé dans LPX? Moi, je pense que le contact avec les animaux, c'est ce qui c'était le truc trop mignon. Enfin, franchement, t'es entouré de 18 chiots toute la journée, tu passes ton temps à câliner des petits trucs trop mignons. Enfin,
en vrai, c'était vraiment trop chou comme expérience. Vous avez passé combien de temps là-bas? 2 semaines. Tu as le temps quand même de t'attacher un peu aux chiots, c'est quand même hyper cute Ah oui, de les t'as lâcher, tes quoi. chouchous, hein. Mais oui, dans ce Helpix, est-ce que vous étiez nourris, logés et blanchis? En gros, on avait une petite maisonnette à l'écart de la maison. On avait accès aux salles de bain, toilettes dans la maison. Et on était, en plus, du coup, nourris. Elle nous faisait un plein par semaine. Donc, petit bémol, on n'avait pas le droit aux petits snacks. Genre, on lui a demandé quand même des desserts parce que nous donner 2 pommes pour une semaine, pour 2, c'était un peu short. Oui, bah oui. Mais sinon, en soi, on était bien. Notre plein de courses était largement correct pour le temps de travail qu'on faisait. Vous qui choisissez ce Et que vous blanchi, voulez? on avait accès à tout. Pour les courses, c'est vous qui choisissez vos aliments? Pas du tout. On arrivait, elle nous avait fait un plein de courses. Ouais. Et sensiblement, elle nous a fait sensiblement la même chose la 2e semaine. Elle nous a demandé si on avait des trucs spécifiques. Et justement, je lui ai demandé une boîte de cookies parce que je rêvais d'une boîte de cookies à ce moment-là. Comme on n'avait pas de voiture, on ne pouvait pas sortir. Pour les horaires, on ne pouvait vraiment pas bouger. Et du coup, elle nous a dit exceptionnellement, je vous en achète une, mais normalement, je n'achète pas de gourmandise pour les Helpix, quoi. Ah ouais? Mais on a quand même eu notre boîte de cookies. C'est sympa. Ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous étiez un peu déçus quand même de ce Helpix parce que vous n'étiez pas intégré à la vie familiale. Ouais, c'est ça. En fait, on était vraiment à part. Notre maison était à part. Alors après ça, pour l'intimité et tout, c'était très bien. Enfin, on était tranquilles, ils étaient tranquilles et tout. Mais on aurait aimé avoir des moments d'échange. C'était aussi un peu ce qu'on cherchait en LPX. Et en l'occurrence, il n'y en a pas eu. En fait, il y a eu le bonjour du début, il y a eu le bah voilà, vous allez faire ça, 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 ça. Mais après, dans le reste du temps, il y a eu très peu d'échanges. Alors si le premier jour, le père a trouvé un python dans le poulailler, donc il était trop fier de venir nous montrer le python. Et ça, c'était cool. Mais honnêtement, les échanges qu'on a eus se sont arrêtés à ça. Ouais. Parce que les autres fois, il y a même des fois, elle était dans la pièce à côté, elle nous envoyait un message pour nous dire un truc. Ouais. Plutôt que de venir nous le dire en face. Donc l'échange n'était pas très... Ouais, c'était pas hyper convivial comme LPX. Et puis on cherchait à s'adapter forcément à l'accent australien. Et c'est vrai que ne pas être en contact direct, c'était une petite déception quand même à ce niveau-là. On garde le positif de l'expérience. Oui, parce que c'est ça, l'expérience était très cool. C'est ça, on s'est attaché aux chiots, pas aux personnes, parce qu'il n'y a pas eu d'échange et que... c'était succinct, quoi. Et après, voilà, c'est OK. C'est juste que c'est pas ce qu'on avait entendu avant de partir. Du coup, on s'attendait à vraiment plus d'échanges. Il n'y en a pas eu, c'est pas grave. Mais comme quoi, tous les LPX sont pas pareils. Bah oui. Oui, c'est ça. Et heureusement que tous les LPX ne sont pas comme ça, oui. De toute façon, vous êtes restés 2 semaines et c'est ce qui vous a permis aussi de trouver votre véhicule. On est arrivé sans voiture, on est reparti avec une voiture. Suite à ce LPX, vous en avez fait un second. En fait, entre-temps, on a été embauchés dans une ferme. On est resté qu'1 semaine parce que ça s'est pas très bien passé. Et en fait, pendant que j'étais dans cette ferme, j'ai cherché un job à fond. Ouais. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais ce numéro de ce sanctuaire de kangourous que j'avais pris en capture d'écran, je pense, il y a 2 ans sur Instagram. Il s'avère que ce profil était toujours d'actualité. Et du coup, j'ai contacté cette personne et elle nous a dit, écoutez, j'ai de la place dans 3 jours. Et ça, vous pouvez rester 2 ou 3 semaines. Et on est arrivé chez elle 3 jours après. Et on s'est dit, ça se passe pas bien dans la ferme. On n'est pas venu en Australie pour subir un truc. Donc, saisissons l'opportunité et allons vivre une expérience de ouf dans ce sanctuaire de kangourous, quoi. Ah, mais ouais, vous avez carrément raison. Quand ça se passe pas bien, il vaut mieux partir trouver un LPX, une famille pour être au pair ou je ne sais quoi. Enfin, il y a 10 000 possibilités plutôt que de rester dans un endroit où tu n'es pas bien, quoi. Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'était pas top dans cette ferme? Il y a eu plein de choses. De base, il y a eu un petit sujet en mode Seb avait du travail et moi, j'en avais pas sous prétexte que j'étais une femme. Mais dans ces cas-là, n'embauche pas un couple. Oui. Ça a été le premier bémol. Et en fait, après, ils ont clairement été extrêmement racistes avec nous. Et en fait, moi, je suis pas venue là pour travailler pour toi et me prendre des remarques racistes. Donc, en fait, on va s'arrêter là, quoi. Oui. C'était une femme c'était elle, parce que lui était très sympa, mais elle était agressive et raciste. En fait, moi, je suis pas venue là pour ça. C'est pas ce que j'ai envie de retenir de l'Australie. Donc, on est resté 1 semaine. Et je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est que ce couple-là, où on arrivait, avait effectivement dit qu'on pouvait valider nos 3 mois chez eux, sauf qu'ils venaient de changer d'activité. Avant, ils tenaient une cattle station et là, ils étaient passés en ferme de grains.
et ils étaient en train de vendre tout le matériel qui servait au bétail, etc. Donc je pense que même eux étaient perdus sur le développement de leur nouvelle activité, si bien qu'en fait ils savaient pas trop où nous mettre non plus. C'est ça. Et c'est pour ça que effectivement il a suffi d'une seule petite phrase où on a eu des fortes chaleurs le premier jour. Et donc, ils estimaient qu'il faisait trop chaud pour une femme l'après-midi. Donc, Pauline a été mise en off dès les premiers jours. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. C'est surtout qu'on s'est dit, en fait, si c'est ça dès les premiers jours, ça va être quoi après? Oui. Et je me suis dit, moi, je suis pas venue là pour regarder Seb bosser, valider ses 88 jours et moi, pas valider les miens. Et d'autant sans compter que le travail de Seb, c'était d'être assis sur une chaise. En pleine chaleur. En pleine chaleur. Oui, mais t'étais quand même sur une chaise. Voilà. Donc, moi, une femme ne peut pas le faire à ce moment-là. C'est pas porter des choses hyper lourdes. On est d'accord que c'était largement accessible. On était quand même remonté bien en arrière, parce que c'est vrai que l'émission de Pauline était du coup de s'occuper des machines à laver des propriétaires, étendre leur linge. Oui, mais c'est ce que je disais, moi, m'occuper du linge, m'occuper de la maison, c'est ok, si c'est ça mon job, c'est pas grave, ça me pose pas de problème. Juste, je veux travailler et pas rester enfermée dans ma chambre, dans ma petite ferme où il n'y a rien à faire. D'accord, bon. Vous avez bien fait de partir. Voilà. À ce moment-là, vous avez trouvé un Elpix. Donc là, ça c'est dans un sanctuaire de kangourous. Vous êtes passé aussi par le biais de la plateforme Elpix? Alors pas du tout, c'est un truc que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux au tout début de notre projet Australie. Je sais plus si c'était sur Facebook ou sur Insta à l'époque. Et en fait, j'ai contacté du coup cette femme sur Facebook. On s'est vite envoyé des messages. Et en fait, c'est ce que je te disais, 3 jours après, on est arrivé là-bas. Et on est resté 15 jours là-bas. C'était suffisant parce que tu fais beaucoup d'heures, parce que comme c'est du volontariat, tu comptes pas tes heures, tu t'arrêtes pas, tu bosses toute la journée. Encore la première semaine, on a plus bossé que la deuxième, parce que la deuxième, on avait trouvé notre rythme, donc c'était plus facile, on arrivait à trouver un peu des temps morts. Mais la première, franchement, c'était la course. Et c'est aussi que instinctivement, parce que à l'intérieur de la maison, il y avait déjà au moins, je sais plus, on avait compté. Il y avait 25 kangourous à l'intérieur, 25 bébés. Et en fait, dès que tu es dans les parties communes, tu as ce besoin de vouloir aider, même si tu ne fais pas partie de l'équipe. Parce qu'il y avait une équipe du matin et une équipe de nuit. Et tout le monde se retrouvait sur les créneaux d'horaire de l'après-midi et fin de matinée. Mais c'est vrai que tu as toujours ce besoin de quand même venir en aide s'il faut nourrir un kangourou ou s'il y a un problème. Parce que c'est vrai que la personne qui est en charge de ce sanctuaire, des fois, peut être aussi appelée en urgence pour aller faire un sauvetage. Ça arrive également qu'on ait dû aller chercher un bébé. Puisque, information à savoir, même si la maman est percutée par une voiture, le bébé peut être encore en vie dans la poche. Je dis aux futurs backpackers, si vous voyez un kangourou avec une croix dans le dos, c'est qu'il a déjà été checké et qu'il n'y a pas de bébé ou plus de bébé dans la poche. S'il n'y a pas de croix, c'est potentiellement qu'il n'a pas été checké et que peut-être il y a un bébé dans la poche. Et donc, si un backpacker trouve un bébé dans une poche d'un kangourou, il peut appeler un sanctuaire ou quelque... C'est ça, en fait, il faut chercher les Wildlife Rescue qu'il y a autour de vous sur Internet. Et petite astuce, si vous avez un tote bag ou une tête d'oreiller, il devrait sauter dedans. Donc tu mets la tête d'oreiller, il devrait se rouler dedans. La tête d'oreiller face à la poche de la maman et après il saute tout seul. En fait, ils font des galipettes dans les poches. Donc normalement, s'il voit la tête, il devrait arriver à rouler dedans. Alors, on n'a jamais eu à le faire quand c'est un sauvage. Donc, j'imagine que la première fois, c'est plus compliqué. En tout cas, si on ne sait pas où le mettre, un thé d'oreiller ou un tote bag, ça fait largement la affaire. Hyper intéressant. Là, vous étiez dans un sanctuaire, c'était que des kangourous sauvés. Non, on s'occupait de kangourous et de possums, pas d'opossums, de possums, parce que les opossums, il n'y en a pas en Australie, c'est pas la même chose. Bien redit. Donc de possums, on avait 2 petits bébés possums, à l'extérieur aussi des plus grands, mais c'est compliqué pour eux de relâcher les possums parce qu'il y en a trop dans les villes, et du coup c'est hyper compliqué parce qu'elle doit aller beaucoup plus loin pour relâcher les possums, donc elle attend d'en avoir beaucoup pour les relâcher. D'accord. Mais sinon, en vrai, on s'occupait surtout des 2 petits en plus. Donc, il y avait à peu près combien de kangourous et combien de possums? Les kangourous à l'intérieur, on en avait 25. Et à l'extérieur, on a 2 enclos qui est les moyens, en gros, et les prêts à être relâchés. Et donc, les prêts à être relâchés, elle attend d'en avoir assez, parce que c'est des animaux qui ont l'habitude de vivre en communauté. Donc, elle attend d'en avoir assez pour les relâcher tous ensemble. Les moyens, du coup, ils vont après accéder à ce prêt à être relâché. Et en fait, les petits qu'on avait, il y avait vraiment des tout petits, ceux qu'on appelle les pinky, qui sont encore tout roses, qui vivent en couveuse et tout, qui sont vraiment tout petits. Et il y avait les plus grands qu'on avait à l'intérieur, je crois qu'ils avaient 8 ou 9 mois.
ou 18 et j'oublie une dizaine, je ne sais plus. Mais les plus grands, en gros, tu fais des sorties progressives. Tu les sors petit à petit dehors pour qu'ils mangent un peu d'herbe, pour qu'ils se fassent au bruit. Parce qu'en fait, c'est des animaux qui sont hyper sensibles et hyper stressés. C'est ça. Et du coup, dès qu'il y a un bruit, en gros, tu vois, on les sortait le matin, mais on les rentrait l'après-midi parce qu'il fallait pas qu'il fasse trop chaud, parce qu'il fallait pas qu'ils soient trop stressés. C'est vraiment hyper sensible, surtout quand ils sont petits. Et tu vois, il y avait beaucoup d'orages quand on était au sanctuaire. Et dès qu'il y avait un orage, le soir, on allait rentrer, on allait chercher les plus sensibles, même s'ils étaient grands, on allait les chercher dehors. Parce que quand il y a de l'orage, ils ont tendance à courir dans tous les sens et en gros se prendre des arbres. Voilà. Et du coup, ils peuvent mourir sur le coup. Et elle, c'est extrêmement rare que quand il y a des orages, elle n'ait pas de kangourou mort. On a eu de la chance, on n'en a pas eu pas à cause des orages. On en a quand même perdu plus de 5 la deuxième semaine. C'est pas très cool. Ah, mais oui, ouais. Surtout qu'en vrai, tu t'attaches encore plus vite aux kangourous qu'aux petits chiots parce que pour le coup, le kangourou, tu leur donnes le biberon 3 fois par jour. C'est trop chou, t'es proche d'animaux sauvages et tout. Enfin, franchement, en vrai, c'est un moment qui est... Maintenant, on a trouvé ça exceptionnel comme expérience. Et en fait, le jour où celui que tu nourris tous les jours, il meurt d'un coup d'un seul, bah, franchement, ça fait tout drôle. Ouais, ça va être trop triste. Et il y a même surtout un où on a vraiment eu beaucoup d'espoir. C'est un qui a été percuté par une voiture. Et ce qui était très beau, c'est qu'en fait, il était paralysé vraiment au niveau des jambes. Et la propriétaire du sanctuaire, justement, elle le sortait, elle faisait tout. On le nourrissait, on le changeait, etc. Et en fait, elle avait une piscine. Et elle a essayé de faire des exercices avec ses jambes, etc. On avait vu une petite évolution à chaque fois. Et c'est vrai que malheureusement, la vétérinaire est passée d'euthanasier le kangourou, malheureusement. Et c'est vrai que c'est le genre d'histoire où en fait, on est heureux d'avoir essayé quand même. Plutôt que le kangourou, justement, s'il n'y avait pas eu de vérification ou autre, peut-être serait mort sur le bord de la route si une personne n'avait pas appelé ce sanctuaire-là. Et ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que oui, il y a du sauvetage d'animaux, mais ce n'est pas possible de tous les sauver. Donc il faut quand même avoir le cœur accroché parce qu'il y a possibilité qu'il y ait des animaux qui meurent là devant vous, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est ça, parce que par exemple, la deuxième semaine, ça s'est vraiment enchaîné. On a perdu 5 kangourous d'un coup. Et dont un dernier, en fait, elle a été appelée pour faire un sauvetage, mais en bas de sa rue. Et en fait, tu vois, dans son terrain, t'en as plein qui ont été relâchés, qui reviennent. Et du coup, en fait, t'en vois souvent, tu fais « Ah bah toi, t'es un ancien. » Ça se voit, ils sont grands, mais ils viennent, ils savent très bien qui ils viennent voir et tout. Enfin, t'en as certains qui reviennent. Et en fait, il était vraiment en bas de sa rue. Et elle fait, c'est sûr que si c'est en bas de ma rue, c'est un des miens. Elle a dû le tuer elle-même, parce que du coup, elle est aussi agréée pour elle les tuer s'il y a besoin. Horrible. Mais en fait, pour elle, c'était hyper dur, parce qu'elle s'est dit, c'est un que j'ai nourri au biberon, et je suis en train de le tuer. Et pour elle, c'était hyper compliqué de devoir euthanasier le kangourou dont elle avait pris soin. C'est ça. Horrible. Et quelles étaient vos missions principales dans ce sanctuaire ? Globalement, en fait, c'était un peu comme au chenil. On s'occupait de nourrir les animaux, nettoyer les enclos, préparer les biberons, les promener, mais à leur façon, genre les petits que qui doivent s'adapter à être dehors, bah, tu les mets dans un enclos et toi tu restes assis par terre avec eux dans l'enclos parce qu'il faut être sûr qu'ils soient pas trop stressés. Donc on faisait plein de choses. En vrai, le moment le plus sympa, c'est les biberons. On fait 3 fournées de biberons par jour. 6 parce qu'il y a deux fournées différentes par jour. Il y a 3 rythmes de biberons, mais il y a 2 groupes de kangourous que tu nourris au biberon. On commençait à 6h du matin avec les plus petits. Et généralement, il y avait une équipe qui faisait 6h, enfin qui commençait à 6h. Il y avait une équipe qui faisait le chiffre du matin et une qui faisait le chiffre du soir. Sinon, c'était trop tard. Ouais. Et l'équipe du matin, en fait, elle faisait 6h, 10h. Et l'équipe du soir qui, elle, fait 21h jusqu'à... Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 1h du matin, plus en fonction du kangourou, parce qu'un kangourou, bah, ça reste un petit être indépendant. Et quand il veut pas boire son biberon, bah, il boit pas son biberon. Sauf que bah, il faut absolument qu'il le termine pour pouvoir être mis dans le berceau. L'équipe de nuit rejoignait l'équipe du matin à 10h, 11h pour aller ouvrir les enclos extérieurs avec de la paille, etc. Ouais, c'est ça. Parce que les plus grands, tu donnes pas... Alors, les moyens, tu donnes le biberon. Les plus grands, tu donnes du foin, des patates douces, ils adorent les patates douces. Et en fait, tu vas nettoyer les enclos, tu ramasses les crottes et tout, parce que si jamais il pleut et qu'il reste des crottes dans l'enclos, ça peut les rendre malades. Donc, tous les matins, tu dois bien nettoyer les enclos.
ouais, c'est vraiment donner le biberon et tout. Et en gros, si tu veux, il y a vraiment donc, une équipe qui fait le chiffre du soir, une qui fait le chiffre du matin. Et dans l'après-midi, en gros, à partir de 10h, tu t'occupes de tout nettoyer et tous les enclos. Ça te prend à peu près jusqu'à midi. Tu as un petit temps pour manger et après, tu enchaînes directement avec une deuxième fournée de biberon avant celle du soir. Mais tu la commences à 13h à peu près. Tu la finis vers 17-18h. Enfin, en vrai, tu t'arrêtes jamais de donner le biberon. C'est ça. En fait, tu enchaînes tout le temps. En fait, il y a une présence constante de l'être humain dans sanctuaire. Complètement, parce qu'en fait, si tu veux, les chambres et les kangourous, ceux qui sont à l'intérieur, les plus petits, on est au même étage. Donc, en fait, tu vas aux toilettes, tu passes devant les kangourous. Donc, tu es vraiment tout le temps avec eux. Et en fait, je dis n'importe quoi. En fait, si tu veux, les petits, ils sont dans des berceaux de bébés. Ouais. Sauf qu'en fait, les kangourous, ils apprennent à sauter. Donc, je nous revois le premier jour arriver et avoir un kangourou qui venait de sauter du berceau et qui s'est mis sur le parquet. Ouais. Bah, en fait, il faut le remettre dans sa poche. Donc, en fait, même si c'était pas ton moment de bosser, en fait, tu vois un kangourou qui est sorti de sa poche, tu vas le remettre dans sa poche. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut... les premiers jours, on avait du mal à prendre ce recul, mais qu'il faut vraiment apprendre à se dire, moi, j'ai fait équipe de nuit, je prends ma pause avant de réattaquer. Parce que sinon, on s'arrête vraiment jamais et là, on peut vite être épuisé. En fait, au début, tu es trop contente de pouvoir voir des kangourous, toucher des kangourous et tout. C'est clair. Donc, au début, tu fais. Et en fait, au bout de 3 jours, 4 jours que tu as un rythme hyper intense, tu fais OK. Bon, là, en fait, il faut que je prenne mon rythme pour manger et pour dormir. Ouais. Donc, je vais prendre mon rythme pour manger et pour dormir. Mais c'est vrai que tu es tout le temps avec eux. Tu vois, 2 semaines, ça nous a suffi. On a trouvé ça génial et on a trop envie d'y retourner. Mais ça nous a suffi parce qu'on était fatigués, l'air de rien, au bout de 2 semaines. Ouais, physiquement et mentalement, c'était quand même fatigant. Ouais, c'est ça. C'était génial. Franchement, c'était vraiment génial. Ouais. Mais on était contents de partir parce qu'on s'est dit, OK, c'est bon, on peut respirer un peu. On était contents de faire un petit break. Par contre, tu vois, on l'a déjà recontacté pour y retourner au mois de mai. Ouais, vous avez quand même adoré cette expérience. On s'estime même encore plus chanceux de l'avoir fait au début de notre expérience australienne parce que du coup, ça nous a permis d'apprendre vraiment plein de choses sur les kangourous qu'on ne savait pas, qui, je pense, nous permettra tout au long de l'année, si on en croise sur la route ou sur les plages hautes, de savoir aussi comment être en fait. Typiquement, on en voit sur le bord de la route, on s'arrête. Là, on travaille à 3h du mat, donc on roule de nuit dans la campagne tous les jours. Et on roule au milieu de la route et pas sur notre côté pour avoir plus de temps si jamais il y en a un qui traverse. Voilà. Enfin, tu vois, c'est des petits réflexes qu'on a appris en étant là-bas. Vous savez comment réagir face à des kangourous maintenant. C'est ça. Ouais. Et concrètement, vous faisiez combien d'heures alors par jour à peu près ou par semaine? Comment ça s'organisait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la gérante qui est là et après c'est que des volontaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volontaires aussi. Donc, alors, la première semaine, on était 4 volontaires. Il y en a une qui est partie parce qu'elle a fait une allergie, donc on s'est retrouvés à 3 pendant 3 jours. Et la deuxième semaine, on était 5. Franchement, c'est pas trop d'être 5. Et je suis incapable de dire le nombre d'heures. Parce qu'en fait, vraiment, quand je te dis qu'on s'arrête pas, les seuls... En fait, si tu veux, il y a la propriétaire qui est là et qui s'occupe de tout, mais qui est tellement une femme qui ne dort pas et qui est fatiguée que des fois, pendant que tu fais le shift de nuit, elle s'endort, donc elle a nourri un kangourou quand toi, tu en as nourri 10. Oui. Donc, c'est pas elle qui t'aide le plus, mais en même temps, cette femme, elle est juste extrêmement épuisée. Et tu as une amie à elle qui vient 2 fois par semaine et qui reste la journée et du coup qui aide. Et c'est en vrai, quand elle est là, c'est le seul moment où elle dit écoutez, faites pas le chiffre de l'après-midi, je fais 2 heures toute seule et vous me rejoignez 2 heures après, comme ça vous faites un break de 2 heures. D'accord. Mais franchement, les breaks de 2 heures, je pense qu'on en a fait 3 en 2 semaines. Ouais, très peu. Sinon, c'était vraiment, on faisait notre pause pour manger et on avait 9 heures pour dormir, en gros. Sinon, ça, on était tout le temps au taquet donc tout le temps au taquet pour prêter main d'œuvre, quoi. Ouais. Et c'est aussi que le gros problème, entre guillemets, c'est, comme on expliquait tout à l'heure, c'est par rapport au biberon. En fait, s'il y avait un simple petit décalage par rapport au biberon, je sais pas, je m'explique, si on commençait à nourrir les biberons à 13h, il faut prendre en compte qu'il y avait des vingtaines de kangourous à nourrir. Si on finissait trop tard, pour ceux qui devaient renourrir à 17h ou à 20h, forcément, un kangourou, c'est comme un enfant. Je veux dire, s'il a pris son biberon 30 minutes avant,
Bah, il a pas faim. Il a pas faim après. Tout à fait, bah Et oui. ça fait que l'équipe de nuit, peut-être effectivement, va aller se coucher à 2h du matin parce que le kangourou ne voudra plus prendre son biberon, quoi. Donc c'est pour ça que même si on était en pause, ouais, à la limite, on préférait se dire, on va l'aider pour être en temps et en heure, et aussi pour que les kangourous gardent bien leur rythme comme on leur a appris, quoi. Après, c'était vraiment la première semaine, ça a été plus compliqué de trouver notre rythme. La deuxième, on a réussi à avoir vraiment plus de temps de pause. Déjà parce qu'il y avait une personne de plus. C'est ça. Donc, tu vois, nous, par exemple, la première semaine, on a fait tous les shifts de nuit. Mais comme à un moment donné, on s'est retrouvés à 3, on pouvait pas laisser une personne toute seule le matin. Donc, en fait, il y en avait un qui commençait le shift de nuit, mais qui le terminait pas et qui commençait pas tout de suite celui du matin, mais qui rejoignait. Enfin, t'essayes de t'organiser au mieux pour que tout le monde puisse quand même prendre sa pause pour manger et pour dormir. Mais en vrai, t'es vraiment tout le temps au taquet. Et la deuxième semaine, on a eu plus de temps de pause parce que du coup, il y avait 2 personnes de plus. Et du coup, on s'est tous mis, les 3 de la semaine d'avant, on s'est tous mis sur le shift du matin. Et les garçons préféraient être sur le shift du soir, donc ils ont fait le soir. Et c'était beaucoup plus équilibré la deuxième semaine. Mais tu vis kangourou, tu manges kangourou. Enfin, tu vois, t'es dans la cuisine, il y a un kangourou à tes pieds. Enfin, t'es quand même tout le temps dedans, quoi. Mais en même temps, t'es trop gaga avec eux. T'as un kangourou à tes pieds, tu peux pas t'empêcher de le trouver trop mignon. Ah, mais c'est sûr, ça doit être une super expérience à vivre en Australie, ça. Hein. Ah ouais, c'était génial. Ah, mais ouais, ça, ouais. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux personnes qui aimeraient travailler dans ce sanctuaire ? C'est vraiment une expérience de ouf, mais il faut s'attacher. Parce que déjà vous allez donner beaucoup d'énergie et en plus c'est pas toujours facile de cohabiter avec la propriétaire du sanctuaire parce que nous par exemple on a une semaine qui s'est hyper bien passée avec elle, c'était la deuxième, la première a été plus compliquée. Faut avoir conscience que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui aime beaucoup les animaux, sa vie c'est que ça et du coup en fait c'est quelqu'un qui est un peu qui est au bout du rouleau et du coup comme elle est fatiguée, c'est pas facile toujours de cohabiter. La maison est pas propre parce qu'elle est pas entretenue, parce qu'elle a pas le temps d'être entretenue. Donc, ça sent le pipi, donc ça sent le caca. Voilà, c'est pas toujours facile de vivre dans un environnement qui est pas propre. Et en plus, la personne est tellement fatiguée que la première semaine, ça a été compliqué de la trouver agréable et bienveillante. Alors qu'en fait, elle est très gentille. C'est juste que elle est très fatiguée et du coup, elle est pas toujours agréable. Elle est dévouée à ses animaux et effectivement, c'est en discutant de plus en plus avec elle qu'on apprend à mieux connaître son histoire et justement à apprécier, et c'est ce qu'on a fait justement, à apprécier notre deuxième semaine et comprendre tout simplement. Oui, parce qu'elle est vraiment pas méchante, voilà. Mais de prime abord, ça peut être un peu, ça te refroidit un petit peu parce que tu te dis, oula, je suis pas venue pour me prendre des remarques. Et au final, ça s'est très bien passé quand tu comprends pourquoi. Il y a en plus aussi avec ce sanctuaire, c'est que ça peut compter pour les 88 jours. Du coup, comme on a été 15 jours, en fait, on repart avec un petit document qui est une lettre de confirmation qu'elle signe et tout. Donc, tu dates, tu signes tout avec elle. Et en fait, du coup, ça compte pour les 88 jours parce que c'est une zone qui a été inondée. Nous arrivons sur la fin de cette interview. J'ai pour habitude de demander de raconter le meilleur souvenir que vous avez vécu en Australie. Je pense qu'on va pas se mentir. Ouais. Alors, il sera certainement détrôné après parce que je pense qu'il y a plein de choses qui nous attendent derrière. Oui. Parce qu'on a beaucoup travaillé depuis qu'on est là. Mais en vrai, on est trop contents parce qu'on a fait le feu d'artifice du 31 décembre à Sydney. Et c'était vraiment sur notre to-do list à faire en Australie. Et en vrai, il vaut le détour. C'était vraiment magnifique. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que justement, on a rencontré une Française au sanctuaire de kangourous qui, elle, était partie sur Sydney. Ouais. Et c'est grâce à elle qu'il a rencontré un ami là-bas et qui avait un appartement vue sur l'opéra et le pont, qui nous a conviés à assister au feu d'artifice. Donc, on n'a même pas eu ce problème de faire la queue dès 6h du matin ou autre. Et on a eu une vue de ouf. Ouais. Enfin, franchement, le feu d'artifice, c'était magnifique. Ouais. Et on voulait vraiment le faire, donc on est trop contents. Et c'est vraiment ça qui nous fait nous confirmer que tous les contacts sont à prendre en Australie parce qu'on peut prendre du bon partout, quoi. Ouais. Il y a toujours des contacts qui peuvent aider, soit pour le travail, soit pour les bons plans. Si on rencontre des gens en Australie, c'est pour quelque chose et le destin fait le reste. Le feu d'artifice à Sydney, check. Il y a plein d'autres trucs à checker. Hein. Oui, ça j'imagine. On a tous une liste énorme à checker.
Merci beaucoup Pauline et Sébastien pour Merci à toi. nous avoir accordé cette interview, pour avoir raconté votre expérience dans un élevage de chiens et dans un sanctuaire de kangourous. Si des personnes ont encore des questions à vous poser, est-ce que vous acceptez de donner votre Insta? Avec plaisir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Ça s'appelle les Frenchy Nomades. Super, merci beaucoup, à la prochaine. Merci à toi. Merci bye à bye. toi.